Le monde de la chimie a quelque chose de paradoxal. D'un côté, on a l'infiniment petit, les atomes, les molécules, bref, tout ce qui est invisible. Et de l'autre, on a des résultats bien concrets qu'on peut voir et toucher dans un laboratoire. Alors la question, c'est comment on fait le lien entre les deux? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Et ça, c'est vraiment la question fondamentale. Comment est-ce qu'on s'y prend pour compter quelque chose qu'on ne peut même pas voir? Pour y arriver, les chimistes ont dû inventer une sorte de super unité, un outil vraiment malin pour pouvoir enfin communiquer avec le monde des atomes. Alors, voilà notre programme. On va commencer par cette fameuse mole, qui est en quelque sorte la douzaine du chimiste, puis on verra comment on passe de la masse au mol. Après ça, on parlera des solutions, de la concentration, pour ensuite aborder la recette chimique. Et à la fin, on mettra tout ça en pratique. Bon, allons-y. Tout commence par le concept de comptage le plus important en chimie, la mole. Le mot mol peut parfois impressionner, mais en fait, l'idée est toute simple. Pensez à une douzaine d'œufs. On sait tout de suite qu'il y en a 12. Eh bien la mole, c'est pareil, c'est juste la douzaine du chimiste. Regardez cette comparaison, c'est très parlant. Une douzaine, c'est 12. Une mole, c'est un nombre, astronomique. 6,022 avec 20 zéros derrière. C'est juste un paquet, une quantité de référence pour pouvoir parler des atomes sans se perdre dans des chiffres impossibles. D'accord, c'est bien beau de compter, mais en pratique, on fait comment? On ne va évidemment pas compter les atomes un par un. La solution, c'est d'utiliser un outil que tous les labos possèdent, une balance. On va donc parler de masse. Et voilà le secret, c'est la passerelle entre ce qu'on peut peser et ce qu'on veut compter. Le nombre de moles, qu'on note N, est tout simplement égal à la masse de l'échantillon, noté M, divisé par ce qu'on appelle la masse molaire, M. Cette petite formule, c'est notre pont entre le visible et l'invisible. Voyons un cas concret. Un chimiste doit préparer une solution. Première étape, on calcule la masse molaire du produit. Pour la soude, ça donne 40 grammes par mol. Deuxième étape, on regarde de combien de moles on a besoin. Ici, c'est 0,5 mol. Et enfin, dernière étape, on applique notre formule et on trouve la masse à peser, 20 grammes. Et voilà, c'est aussi simple que ça. En chimie, la plupart des réactions se passent dans des liquides. Donc on passe maintenant aux solutions. Il nous faut un moyen de savoir à quel point une solution est, disons, chargée en produit. C'est là qu'intervient la concentration molaire. C'est tout bête, c'est le nombre de moles qu'on a dissous divisé par le volume total de la solution. Si la concentration est élevée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits dans un petit volume. Et ça nous amène à une règle d'or. Quand on dilue une solution, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute du liquide, souvent de l'eau. Mais on ne touche pas à la quantité de produit qui est déjà dissous. Son nombre de moles, lui, ne bouge pas d'un iota. C'est la clé de tout. C'est le principe de la dilution. On commence par prendre une quantité très précise de notre solution, la plus concentrée, la plus chargée, avec un outil super précis, la pipette. Ensuite, on met ce petit volume dans un plus grand récipient, une fiole jaugée, et on complète avec du solvant juste jusqu'à la petite ligne, le trait de jauge, pour avoir un volume final bien défini. Et toute cette manipulation se résume à cette formule, super élégante. Le nombre de moles au début, c'est-à-dire concentration fois volume, est exactement le même que le nombre de moles à la fin. C'est simple, mais c'est terriblement puissant. Ok, maintenant qu'on sait compter nos atomes et préparer des solutions, on peut s'intéresser à la manière dont les substances réagissent entre elles. En fait, une réaction chimique, c'est un peu comme une recette de cuisine. Et en chimie, comme en cuisine, il y a deux cas de figure. Soit on a les proportions parfaites, on appelle ça un mélange stoichiométrique. À la fin de la réaction, il ne reste plus d'ingrédients. Soit il nous manque un des ingrédients. Il va s'épuiser en premier et arrêter la réaction. C'est lui qu'on appelle le réactif limitant. Allez, on assemble toutes les pièces du puzzle. On va utiliser tout ce qu'on vient de voir, les moles, la concentration, la stoichiométrie, pour une des techniques de base du laboratoire, le titrage. Voilà le montage typique. En haut, dans la burette, on a une solution dont on connaît parfaitement la concentration. Et en bas, dans le bécher, on a la solution mystère, celle dont on veut justement trouver la concentration. Attention, on ne peut pas prendre n'importe quelle réaction pour faire ça. Il y a des règles. Il faut que la réaction soit rapide, qu'elle soit totale, c'est-à-dire qu'elle aille jusqu'au bout, et qu'elle soit unique, pour ne pas fausser la mesure. Le but du jeu, c'est d'atteindre un moment bien précis, qu'on appelle le point d'équivalence. C'est l'instant magique où on a ajouté juste la bonne quantité de réactif pour que tout réagisse parfaitement, selon les proportions de notre recette. Et comment on sait qu'on y est? Eh bien souvent grâce à un changement de couleur. Imaginez, on part d'une solution transparente et on ajoute goutte après goutte une autre solution. Chaque goutte réagit et la couleur disparaît aussitôt. On continue, goutte à goutte, jusqu'à ce moment crucial où, voilà, une seule goutte de plus et toute la solution change de couleur de manière durable. C'est ça, c'est le signal. On vient de passer de l'invisible au visible.
Ce changement de couleur nous dit « stop, la réaction est terminée, on a atteint l'équivalence ». Une fois qu'on a repéré ce point, le plus dur est fait. On connaît les volumes, on connaît la concentration de la solution qu'on a ajoutée, il suffit d'appliquer cette formule. Et elle nous donne directement la concentration qu'on cherchait depuis le début. On est parti d'une question toute simple. Comment on compte l'invisible ? Et on a vu qu'avec les bons outils et la bonne méthode, un simple changement de couleur peut nous révéler des secrets sur le monde des molécules. Ça laisse rêveur sur tout ce que la chimie peut encore nous apprendre, non ?